Fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous recevez. Bienvenue dans Espace littéraire. Espace littéraire, c'est donc un rendez-vous hebdomadaire où l'on parle uniquement de littérature. Espace littéraire vous propose 2 temps forts aujourd'hui. Le premier temps fort est consacré à un entretien autour du thème « La négritude et ses pères fondateurs ». Et le second temps fort est consacré à la critique d'une pièce de théâtre intitulée « Le suspense de la croix de l'université de Bébara » de M. Ndolerembaye Don Rodrigue. Sans plus tarder, nous faisons place donc à l'entretien. Une fois de plus, bienvenue, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous avons comme thème d'entretien la négritude et ses pères fondateurs. Pour en parler, donc, nous recevons M. Laurent Keoul Bolgar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes philosophe politique, spécialiste en sciences politiques et vous travaillez dans l'humanitaire au niveau international. Vous êtes également auteur de 2 ouvrages. Le premier, Perspective éthique pour une gouvernance efficace au Tchad, paru chez Edilivre en France en 2015. Et le second ouvrage est intitulé Moralisation de la vie politique, mythe ou réalité, également chez Edilivre en 2017. Alors, monsieur Laurent, Oui. nous parlons de la négritude. Nous avons un public de téléspectateurs pas forcément des littéraires et tout cela, il va falloir que nous puissions quand même leur définir un petit peu le terme négritude. Ok, merci beaucoup d'abord pour votre invitation. Ça me va droit au cœur. Et il est important, n'est-ce pas, pour saisir la quintessence d'un concept, il faudrait procéder à sa définition. La négritude ici, c'est en fait un néologisme. La négritude fait, n'est-ce pas, allusion à une négation. Et c'est en quelque sorte l'affirmation d'une négation. Donc selon, en fait, les pères fondateurs de la négritude, ils la définissent comme l'ensemble des valeurs et civilisations du monde noir. Donc voilà un peu la définition qu'on peut donner du mot la négritude. Alors, puisqu'on parlait de pères fondateurs tout à l'heure, à qui fait-on référence précisément? Les figures les plus connues comme fondateurs de la négritude, c'est d'abord Aimé Césaire, l'Antillais, Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, et le Guyanais Léon Gontran Damas. Tout à fait. Donc voilà les 3 figures les plus connues. Sinon, il y a beaucoup qui ont intégré aussi ce mouvement. Tout à fait. Alors, tel que défini si haut, quelles sont donc les circonstances, on peut dire, qui ont contribué à la création, à l'invention, si vous voulez, du mot négritude ou à la création du mouvement, puisque c'est devenu un mouvement littéraire? Évidemment, c'est à la fois un mouvement littéraire et aussi politique. Donc c'était à la Sorbonne, dans les années 1936, entre les 2 guerres. Donc les étudiants noirs vivaient en vase clos. Et il fallait quelque chose de fédérateur qui puisse les unir pour exprimer, n'est-ce pas, leur identité, pour exprimer également leur culture et leur civilisation. Et à travers la négritude, il y a eu un journal qui a vu le jour, c'est-à-dire la revue Étudiants noirs. Donc c'est essentiellement dans cette revue que les étudiants noirs vont commencer par écrire les textes concernant leur culture, concernant la civilisation de l'homme noir. Donc voilà un peu le contexte dans lequel est née
la négritude. Voilà. Donc, à sa naissance ou à sa création, quel était l'objectif ou les objectifs principaux de ce mouvement? D'abord, l'objectif principal de ce mouvement, c'est la reconnaissance de l'humanité de l'homme noir et en quelque sorte aussi une renaissance culturelle de l'homme noir qui a été jusqu'ici bafoué et ignoré par l'homme blanc. Tout à fait. Alors, nous pouvons dire maintenant qu'on est à peu près à un siècle, n'est-ce pas, de la naissance de ce mouvement. Quelle évaluation peut-on faire de... Est-ce que ça a porté les fruits? Est-ce que ça a atteint l'objectif? Comme disait Léopold Sédar Senghor, c'était en fait une question du donner et du recevoir. Et je pense que beaucoup d'Africains s'attendaient à ce que la négritude puisse être une solution à la libération de l'homme noir. Mais on s'est rendu compte que la négritude s'est focalisée simplement du côté romantique. Alors ça n'a pas apporté en quelque sorte la libération totale de l'homme noir qu'on attendait voir. Est-ce que c'est par rapport à cela que il s'appelle le prix Nobel de littérature nigérian, Wole Soyinka? Oui. Lors d'une conférence des écrivains à Kampala en 1962, il disait la négritude, enfin, le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore. Est-ce que c'était pour remettre en cause les visées de la négritude militante? Exactement. Cette citation fait allusion à une critique adressée au mouvement La Négritude. En fait, les écrivains anglophones accusaient les écrivains francophones de pouvoir exporter l'impérialisme culturel français dans le monde anglophone. Et comme la définition que donne la négritude en termes d'identité, c'est quelque chose de très fondamentaliste, c'est quelque chose de très essentialiste. Ça ne donnait pas une définition vraiment large du mot identité. Alors ça fait qu'il y avait un amalgame qui n'était pas bien perçu du monde anglophone. D'où la critique justement de Wole Soyinka, le prix Nobel, dont vous faisiez tantôt allusion. Voilà. Et dans Cahier d'un retour au pays natal, Aimé Césaire, l'un des pères fondateurs, donc, dit la négritude progressivement se cadavérise. Et quelque part, il parle d'une négraille comme si c'était la résurrection de cette négritude sous une autre forme. Évidemment, pour Césaire, ça se cadavérise parce que on reprochait justement à la négritude son aspect inactif. Donc, on restait beaucoup plus en train de chanter l'Afrique. L'Afrique qui a été spoliée, l'Afrique qui a connu en fait de l'esclavage. Donc, on essaie de présenter la souffrance de l'homme noir, mais sans toutefois tirer des leçons de ces souffrances de l'homme noir pour en fait se projeter vers l'avenir. Tout à fait. Alors, à l'heure où nous sommes, est-ce qu'on peut parler de quel impact la négritude, cette négritude qui a commencé vers les années 1930 là-bas, a sur les productions littéraires actuelles? D'abord, il faut dire que la négritude a posé des jalons. À partir de la négritude, le monde francophone a commencé par s'intéresser à la philosophie africaine. Et après la négritude, après le lancement de ce mouvement, beaucoup de courants littéraires africains ont vu le jour. Donc, il y a des littéraires qui étaient engagés pour
les questions de la décolonisation de l'Afrique avec des critiques très acerbes vis-à-vis de l'esclavage, vis-à-vis en fait de la colonisation. Et on peut aussi noter les grands travaux du professeur Cheikh Anta Diop sur la civilisation de l'Afrique. Donc il a fait de très grandes productions littéraires par rapport à la civilisation africaine. Donc toute la civilisation du monde puise sa racine en fait dans la civilisation africaine à partir de l'Égypte antique. Un critique, je peux l'appeler ainsi, moderne, dont je vais taire le nom, a dit dans une de ses œuvres, parlant de la dépigmentation de la peau chez les femmes, il dit que c'est la négation de la négritude. Quel est votre point de vue sur ce jugement? Évidemment, c'est un complexe. C'est un complexe d'infériorité qui pousse beaucoup plus des femmes à pouvoir se dépigmenter. Mais au-delà du complexe, il y a aussi les questions liées à l'entretien de la peau, etc., etc. Mais pour moi, c'est beaucoup plus des questions liées à un complexe d'infériorité simplement parce qu'on veut imiter l'homme blanc, on veut avoir la peau blanche. Et donc, faudrait-il à nouveau maintenant épouser encore l'esprit de cette négritude qui apparemment était déjà presque dépassée pour essayer de reconscientiser les consciences? Évidemment, aujourd'hui, ce que vous avez souligné comme problème, la dépigmentation de la peau, ça prend une proportion de plus en plus inquiétante. S'il faut prendre par exemple notre pays, le Tchad, le phénomène connaît une expansion terrible, même jusqu'aux campagnes, même jusqu'à dans nos villages. Donc il faut vraiment conscientiser les gens à pouvoir accepter leur peau telle qu'elle est, à pouvoir s'accepter dans sa couleur, à pouvoir s'accepter dans son identité. Parce que se dépigmenter la peau, c'est quelque part nier même sa couleur de peau, nier même sa propre, comment on appelle, appartenance identitaire. Voilà, Monsieur Laurent, je crois que le temps qui nous a été imparti s'épuise. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport au thème que nous avons débattu? Un dernier mot, comme le disait Léopold Sédar Senghor, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Je pense qu'en tant qu'Africains, nous avons beaucoup reçu de l'Occident en termes de la science, en termes de la technologie. Donc il va falloir aussi qu'on fasse ce saut d'orgueil pour que la négritude soit non pas seulement comme quelque chose lié simplement à notre identité, mais qu'on soit aussi capable, à travers nos richesses civilisationnelles, nos richesses culturelles, être capable de proposer quelque chose à l'humanité. Pourquoi pas, par exemple, à partir de nos différentes cultures, essayer demain de pouvoir s'unir comme une seule Afrique et pourquoi pas diriger le monde de demain comme font les grandes puissances actuellement, en termes technologiques, en termes économiques, en termes de la science. Donc j'invite la jeunesse, comme le dit le professeur Cheikh Anta Diop, à s'armer de la science jusqu'aux dents. Alors, puisque nous avons parlé de père, a-t-on besoin d'héritage de la négritude encore aujourd'hui? Ou bien on reste avec les pères, ils deviennent les grands-parents, les arrière-grands-parents, et puis c'est fini? Bon, il faut reconnaître à ce mouvement d'avoir, comme je l'ai dit, jeté les bases, n'est-ce pas, d'une renaissance culturelle. Ça nous a permis en tant qu'Africains de prendre conscience de notre humanité et aussi en plus de reconnaître qu'on peut être considéré sur le même pied d'égalité que l'homme blanc.
Donc moi je pense que c'est un mouvement qui a eu ses limites, mais il est tout à fait fondamental de pouvoir toujours travailler davantage pour approfondir ce qui a manqué au début. Voilà. Tout à fait. Alors, Monsieur Laurent, merci donc d'avoir accepté de venir répondre à nos questions dans Espace littéraire. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Les téléspectateurs, nous venons là de suivre donc l'entretien autour du thème la négritude et ses pères fondateurs avec Monsieur Laurent Keoul Bolgar. Nous allons passer donc tout de suite à la critique littéraire. Je vous l'annonce déjà que nous allons suivre la critique du théâtre de Ndole Rembaye Don Rodrigue, qui sera faite par M. Benaja Kanitoa Kanje et Dr Moussal Makaye. On se retrouve donc juste après. Je vais commencer, s'il faut dire un mot, par les pages de couverture. Je commence d'abord par la première de couverture. Et il faut le préciser, nous voyons là la croix, qui signifie également le titre même du livre. La croix, le suspense de la croix de l'université de Bébara. Et la croix, comme je l'ai souvent entendu dire, a suscité des débats. Mais je voulais préciser ici, avant de continuer, que la croix que Ndole Rembaye Rodrigue représente ici, c'est le symbole de la souffrance. La croix, c'est le calvaire. C'est la souffrance des étudiants, c'est la souffrance que nous essuyons à l'université, que les étudiants de l'université de Bébara essuient. Donc, pour ne pas confondre avec la croix de Jésus-Christ, puisque même si c'est la croix de Jésus-Christ, je le précise, Jésus n'a pas une croix. Mais Jésus a été cloué sur une croix. Donc, ça symbolise la souffrance. Maintenant, à l'intérieur, je précise que le texte, il est sobrement écrit, puisque c'est un texte beaucoup plus à l'endroit des étudiants, puisque ça parle des étudiants. C'est un texte écrit en langage estudiantin. Donc, très lisible, même s'il y a quelques failles à l'intérieur, c'est un texte vraiment lisible. Ça, c'est la deuxième des choses que j'ai pu dire. Et il faut préciser que c'est un texte novateur, parce que c'est un texte qui arrive en trilogie. Ici, ça, c'est le tome 1. C'est très important de préciser que Ndole Rembaye Rodrigue est le premier dramaturge tchadien à produire un texte en trilogie. Je vais dire un texte théâtral en trilogie. Et je me demandais pourquoi le dramaturge a choisi seulement de donner les noms qui appartiennent à une langue du Sud, du Tchad, comme vous venez de le préciser. Même si nous commençons directement par le titre, les suspens de la croix de l'université de Bébara. Pourquoi n'a-t-il pas dit les suspens de la croix de l'université de Tel, peut-être de l'autre côté? Bébara, c'est déjà une langue du Sud. Et quand vous voyez les noms des personnages, ça reflète presque la même langue. Masarabe, Dingam Dingam, Yamarabe. Donc, c'est presque... On dirait que c'est une université qui appartient à un seul peuple ou à une seule ethnie. Mais moi, je dirais que il est en train de peindre les côtés sombres, je vais dire, ou les souffrances que ce peuple de l'université de Bébara, ou que ce peuple du pays Bébara est en train de surmonter. Donc, ce n'est pas une manière d'exclure une partie des gens et laisser une autre. Pour parler de l'œuvre qui frappe en premier lieu, c'est le titre. Le suspense de la croix de l'université de Bébara. Alors, c'est un titre qui appelle à une interprétation. Si vous voyez, nous avons la première couverture. Ce qui domine là, c'est une croix. L'auteur a fait une osmose entre un titre religieux, la croix, et
il a aussi fait part de son imagination en mettant le nom d'une région fictive, Université de Bébara. Et c'est ce qui relève de la littérature, d'un fait littéraire. Pour parler de ce titre, vous voyez, le mot croix renvoie au symbole religieux chrétien. Et Université de Bébara est le cadre fictif de l'action dramatique. Donc, à l'analyse de l'action dramatique, l'Université de Bébara vit éternellement des difficultés sur les plans académiques, pédagogiques, social. À l'analyse, nous nous rendons compte que les étudiants ne bénéficient d'aucune faveur divine. Donc, c'est de cette manière qu'on pourrait décortiquer le titre de l'œuvre intitulée « Les suspens de la croix de l'Université de Bébara ». L'auteur avait créé des personnages, et les personnages sont nombreux, et le personnage principal qui mène toujours l'action, c'est Matrabé. À l'entrée de l'université, il y a un processus, il y a une pratique en vogue ici. Si vous êtes nouveau, on vous surnomme bleu et on vous soumet à ce qu'on appelle le bouzoutage. Alors, l'auteur a parlé de cela et en même temps, à travers son personnage principal, après, il s'est mis à fustiger le mauvais comportement des autorités rectorales, autant pour moi des autorités décanales, précisément le chef du département qui essaie de monnayer le passage par le voie de harcèlement sexuel, je ne sais pas, par le voie des moyens financiers. Donc c'est cette manière qui est décriée dans l'œuvre à travers le personnage Masrabi. Nous nous rendons compte que l'auteur a vraiment respecté les règles d'écriture dramatique. D'abord, il réflexe de placer les éléments qui entourent l'œuvre et il a également eu à créer une certaine innovation en faisant un découpage en tableaux, en 4 tableaux répartis en 19 scènes. Alors, on se rend compte que l'auteur est le tout premier à produire une trilogie dans l'espace littéraire tchadien. C'est un acte vraiment à saluer. Bien, téléspectateurs, c'est tout donc pour le numéro d'aujourd'hui. Espace littéraire était consacré au débat autour du thème la négritude et ses pères fondateurs. Pour en parler, nous avions reçu M. Laurent Keoul Bolngar. Et vous venez de suivre par la suite les critiques de l'œuvre de M. Ndolerembaye Don Rodrigue, intitulée « Le suspense de la croix de l'université de Bébara », faite donc par 2 critiques successivement. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. D'ici là, donc, portez-vous bien et restez en compagnie de Télé Tchad.